Bonjour Madame Thuard. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre librairie. Avec grand plaisir. Donc comme je vous ai dit, l'idée c'est d'échanger autour du métier du libraire. On a des tas de questions. J'espère que vous êtes disponible pour nous répondre. Peur de rien. Tant mieux. Donc je vous laisse vous présenter déjà. Alors, je suis Anne-Sophie Thuard, hollandaise. J'ai adapté mon prénom parce que le prénom d'origine était un peu difficile pour les Français. Mais comme je m'appelle Anna-Sophie dans mon passeport, je me dis, yes, je vais faire quelque chose d'élégant. Maintenant, des fois, j'oublie que je suis Anne-Sophie ou je ne sais plus chez qui je suis comment. Mais ça se gère. Et je suis tombée amoureuse d'un Français du Mans, d'ailleurs. La raison pourquoi on est là. Fille de libraire, donc à 18 ans, je suis partie tout de suite après mon bac. Je suis partie de la Hollande à Londres pour voir le monde. Moi, c'était déjà un énorme voyage par le bateau. Étant sûre que ce que je voulais jamais dans ma vie, je ne savais pas ce que je voulais, mais jamais libraire. Morale de l'histoire, jamais écouter les ados. Vous avez fini libraire. Je suis rentrée dans la première librairie à Londres pour proposer mes services. Et puis, ça a pris quand même du temps parce qu'au début, je me disais, c'est tout ce que je sais faire. Je l'ai appris très petite, avec au début des publicités dans les boîtes aux lettres. Mon papa était une toute petite librairie au départ qui a bien grandi, qui existe toujours et aussi grand que nous et encore. Mais après, petit à petit, je rentrais dans la librairie, les ventes, les paquets cadeaux. Je suis la plus rapide de l'équipe parce que ça fait beaucoup d'années. Ils commencent à se dire qu'ils savent me battre, donc je ne ferai pas un concours parce que j'ai dit que quand quelqu'un me dépasse en vitesse, je prends ma retraite, donc c'est hors question. Mais c'est vrai que c'est un métier que j'ai appris jeune et puis surtout qu'après des années, je me suis dit non mais ça a un tel sens. Si mon papa était par hasard vendeur de cigarettes, j'aurais eu malchance parce que je ne peux plus être, j'ai fumé comme tout le monde, mais je ne peux plus être d'accord avec ça, tandis que les livres, c'est un vrai métier pour la vie. D'accord. Oh, vous avez répondu à plusieurs questions en une. Ah ben flûte, on va trop vite. Ah mais encore. Alors du coup, depuis quand est-ce qu'elle existe cette librairie? Alors, nous on a créé au Mans en 87, donc ça fait 37 ans, un truc comme ça. On a ici dans le bâtiment qu'on a actuellement, c'était le deuxième, on doit être depuis 95, je pense. Oui, 95. Presque 30 ans. C'est cela. Et puis, on a maintenant la taille qui nous convient. On a fait au début un plateau et demi. La moitié du premier étage, c'était pour ma comptable. Petit à petit, la comptable est montée et on a repris le deuxième étage. On a fait un trou. On a fait le bâtiment, donc on pouvait tout faire. Mon mari voulait monter plus, mais on habite au 5e et j'aimerais bien garder un peu de privacy. Un peu d'intimité, oui, bien sûr. Ok, ça marche. Alors, comment vous définissez le métier de libraire? Le métier de libraire, c'est très facile parce que j'avais une autre libraire qui avait une belle phrase. Un bon libraire, c'est celui qui s'intéresse aux autres. Ce n'est que ça. C'est-à-dire qu'on aime lire, ça va de soi. On travaille tous les jours avec tas de livres, ça donne envie. Mais si on vend seulement ce qu'on aime, pour moi, on n'est pas un bon libraire. On peut être d'un choix très littéraire, poétique, enfin peu importe. Politique, encore plus dangereux peut-être, et on se ferme d'une partie des clients. Moi, je trouve le plus important de tout, c'est qu'on donne envie de lire. Et tout le monde a le droit de lire ce qu'il a à peu près dans ses centres d'intérêt. Après, on peut les amener vers d'autres lectures, d'autres choix. Et ça, c'est un petit peu notre métier, justement, l'aide, parce qu'on a une vision peut-être plus globale, mais il ne faut surtout pas vendre ce qu'on aime. On peut tester un peu le choix du client, l'envie du client et dire « Ah ben alors là, j'ai quelque chose pour vous, j'ai adoré ». Ça, c'est pas mal. Mais quand je vois les toutes petites librairies qui des fois ferment, je me dis, je crois qu'ils ont fait des erreurs. On ne peut pas profiter de son métier pour vendre ce qu'on aime. Il faut être toujours dans la diversité, de voir si quelqu'un est malade, il a peut-être envie d'une chose plus légère. Peut-être un grand lectrice ne veut pas quelque chose de trop léger parce qu'il faut que ce soit plus bien écrit, littéraire. On a de tout. Et on a surtout aussi des livres pour les non-lecteurs. On a des livres sur le sport, la musique, le jardinage, la cuisine. Quand on est non-lecteur, on parle souvent de littérature. C'est pas grave. Moi, j'ai dans mes 4 enfants 2 qui sont non-lecteurs le plus total. Donc, je suis bien placée. Mais ils aiment le foot, ils sont très bons, ils sont profs de ski. Donc, j'ai trouvé des livres avec des photos magnifiques. Donc, le but, c'est que voir qu'un livre, c'est un produit de
totale liberté. On le lit comme on veut, de droite à gauche, pour les mangas c'est mieux, de gauche à droite, on fait ce qu'on veut, on l'abîme avec des cornets des pages, ou moi je suis très maniaque, on fait ce qu'on veut, c'est un produit de totale liberté. Mais ça veut dire que ça passe quand même par une observation accrue des personnes qui rentrent dans votre librairie. Absolument. Pour savoir que cette personne-là est malade, qu'elle aime bien lire, c'est-à-dire que... je dirais peut-être même pas observer, mais juste écouter. Si un client dit je cherche un bon livre, mais ce serait étrange si je dis celui-ci, monsieur. Non, il faut dire c'est pour vous, c'est pour offrir, vous connaissez le goût de la personne, vous avez envie de quelque chose d'un polar, un essai sur la situation, j'en sais rien, dans le monde. Donc il faut poser des questions. Et si on n'est pas capable de cet échange, on ne peut pas deviner. Non. Et vous transmettez ça à vos collègues? Ou est-ce qu'ils ont déjà, eux aussi, cette vision? C'est exact. Je les accompagne au début. Je suis assez difficile. Je pense qu'il y en a qui en bavent, rentrant le soir. Mais je pense que quand on a compris mon fonctionnement, c'est dans l'intérêt des clients, toujours et encore. Et je pense que j'ai une manière d'embaucher plus nordique ou plus anglo-saxon, si on veut. D'accord. Je regarde un CV, mais c'est pas pour moi le CV qui compte le plus, c'est l'échange qu'on a pendant un entretien d'embauche. Après, j'embauche très peu parce que le personnel reste, donc c'est quelque part bon signe. Après, c'est catastrophe. Après 10 ans, je pense qu'ils ont un jour de plus de congé. Après 15 ans, encore 2 ou 3, donc ça finit. Être beaucoup de congés, mais c'est mérité. Ils sont là, les plupart sont là depuis très très longtemps. Bien sûr. Ok, super. Et donc, quel est votre volume de catalogue? Quel est le volume de votre catalogue? Alors, nous, on a en stock, là, on est presque Noël, donc on doit être autour de 75 000 références en stock. Donc, on livre encore plus, parce qu'il y en a qu'on a plusieurs exemplaires. On va réduire après Noël un petit peu, parce que là, c'est archi plein et à juste raison. Après Noël, on tombe à peu près à 55 000 références. Mais ça reste quand même beaucoup. Mais c'est sur quelle durée de temps? Ça, c'est très important comme question. Il n'y en a pas beaucoup qui comprennent. Logiquement, je l'ai appris à l'époque pour un diplôme libraire, le stock doit tourner 4 fois dans l'année pour que ce soit justifié. Par contre, il y a des livres qui tournent une fois dans l'année et on garde quand même en stock. Un livre d'art, un livre d'un auteur classique qui n'a peut-être pas eu une prescription de cette année-là. Et il y a d'autres qui tournent tellement plus vite. Donc, le total du stock doit tourner 4 fois. Et ça, c'est une histoire comptable. Mon comptable disait, on a fait le bilan récemment, on fait le 30 juin, donc c'est frais, mon dernier bilan. Il a dit, Madame Tuard, votre stock ne tourne pas assez vite. Si, j'ai dit, il faut avoir un très grand stock. Chez nous, on n'est d'abord pas sur les Champs-Élysées, donc on n'a pas beaucoup de passages. On doit être différent de Fnac et Cultura, donc on doit avoir beaucoup de choix. Si on a 2 livres sur le tricot, parce que c'est les seuls qui marchent, et si je ne peux pas montrer 3-4 qui sont un peu plus indifférents, je n'ai pas de raison d'exister. Donc notre stock est important. Pour un comptable, trop important. Pour moi, ça me va. D'accord. Et voilà, vous avez parlé de Cultura et de la Fnac. Vous ressentez cette concurrence? Cultura, c'est compliqué parce que les gens qui viennent de Nord, Sarthe, s'arrêtent directement là où ils peuvent se garer devant la porte. Et ça, c'est une grosse différence avec la culture hollandaise. On n'a pas construit tous ces centres qui sont, il faut dire, extrêmement laids. Enfin, c'est un truc pour consommer. Donc, ça réussit. Hein. La preuve, il y a dans toutes les villes. Avant qu'on arrive, on voit ces trucs affreux qui pèsent beaucoup pour l'environnement, ça va de soi. Le côté humain est peut-être un peu plus absent parce que ça coûte cher, l'équipe. Hein, donc, du coup, ils sont dans un critère rentabilité plus sévère peut-être. Moi, je rêve de mettre tout le monde sur le vélo. Tu sais faire du vélo? Oui. Il faut. La nouvelle génération, on va casser cette idée qu'on va acheter une voiture pour faire ses courses à l'extérieur, totalement débile. Il faut retourner dans les commerces, dans le coin, et on achète mieux, moins, on a un contact humain. Je pense que le prix, en livre, ça n'existe pas, les prix sont tous les mêmes. Tous les livres, c'est une loi française. Donc le prix est le même. Quand on rentre dans une librairie, un contact, on entend un autre client qui a un conseil que peut-être ça vous intéresse. Donc du coup, je pense que la qualité de vie est très importante. D'ailleurs, pendant le Covid, on a tout à coup compris qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut le vivre autrement avec ses émotions. Tant qu'on achète dans ces structures-là, en essayant d'acheter moins cher, je parle donc cette fois-ci pour la nourriture, mais c'est dommage. Moi, je vais sur le marché, je ne peux pas porter autant que je peux acheter pour 20 €. Non, mais c'est le top. Je mange du coin, donc je mange plus d'oranges et de bananes. Dans votre pays d'origine, il y en a beaucoup? Oui. Bon, amenez-moi un petit peu, on va appeler ça quand même circuit court, mais je ne les mange plus et ça ne me manque pas, j'ai une énergie à revendre, un jour je vais le revendre. Ça se voit. Un jour il faut que je mette sur Internet, je compte sur vous. Donc du coup, il faut faire ses achats autrement, mais en livre, évidemment en librairie, ça va de soi.
Ok. Et donc par rapport à votre catalogue, comment se fait votre sélection? Bonne question aussi. En temps plus calme, donc pas le mois de décembre, j'ai à peu près 5 représentants par jour qui ont chacun plusieurs éditeurs dans leur catalogue. On reçoit de toute façon tout à l'unité. On a une grande librairie, donc les nouveautés arrivent à l'unité, qu'on peut retourner heureusement. Mais quand il dit, par exemple, je sors un nouveau livre de Marc Lévy, la dernière fois vous avez pris 100, vous avez recommandé assez vite. Ok, je dis cette fois-ci on démarre avec 120 exemplaires. Il ne faut pas acheter trop parce que l'aller c'est cher, c'est le camion. Le retour c'est encore une fois le transport. Donc il faut essayer de voir au plus juste. Mais comme je parlais tout à l'heure un livre tricot, s'il dit j'ai 3 livres tricot mais ils ne sont pas le même public. Un c'est pour que bébé, l'autre c'est les intemporels. Enfin vous voyez, je dis écoute là j'ai encore un autre, tu me mets que celui-ci. Enfin, c'est une négociation très saine et à longue durée. On se connaît depuis très longtemps. La plupart des représentants, c'est un métier aussi pour la vie. Donc, ce ne sont pas des gens qui essayent au plus vite de remplir la librairie parce que ça, on ne peut pas travailler dans ce sens-là. On peut vraiment travailler dans un bon sens et un certain niveau. Et comment vous les choisissez, vos représentants? Les représentants, je ne peux pas choisir. Ils sont imposés, mais la plupart, je m'entends avec presque tout le monde. Ouais. On est là que pour acheter. Hein. On ne part pas en vacances ensemble. Donc, du coup, le moment de travailler ensemble, une demi-heure, on parle souvent pendant 20 minutes de notre vie privée. Et moi, j'essaye de dire comment il faut sauver le monde. Et les dernières 10 minutes, ah oui, tiens, il faut que j'achète. Donc, c'est plutôt très, très agréable. D'accord. Et vous parlez de sauver le monde. Vous n'avez pas pensé à écrire un livre? Est-ce qu'il n'y a pas un livre qui a été écrit quelque part? Non, mais alors heureusement, il y en a beaucoup qui ont été écrits. Donc moi, je ne sais pas bien écrire. Je sais parler très bien, mais sur l'écrit, c'est plus compliqué parce que j'ai écrit comme tout le monde. Hein. J'ai fait pas beaucoup de fautes parce que je suis sévère avec ce que je note et je relis. Donc l'écriture pour moi, c'est pas un problème, mais de là, écrire pour quelqu'un d'autre qui va payer en plus 15-20 euros, c'est un autre métier. Par contre, tu peux mettre un peu en avant les livres que je me dis, là, c'est vraiment important qu'on le lise. Qu'on n'arrête pas, par exemple, acheter des billes, on trouve ça aussi dans les livres. J'ai vu l'autre jour un coffret de 100 films, ils ont parlé à France Inter, 100 films qu'on achète pour, je pense, 150 euros ou 200 euros, peu importe. Mais de tout genre. Je me dis, non, justement, je l'ai lu dans les livres, qu'est-ce que c'est idiot d'acheter 100 films. Achetez 5 et vous êtes content et vous les prêtez à vos copains. Mais dans 100 films, il y a 80, vous n'allez jamais voir parce que vous passez déjà à autre chose. Donc du coup, il faut aussi un peu d'aide des livres pour bien réfléchir. Et ça, je pense que c'est un des autres fonctions de livres, à part le plaisir, on peut s'informer et se former. Et pour moi, pour justement arriver à sauver le monde, parce qu'au final, ce serait quand même pas mal si l'on reste encore un peu, je pense que d'abord, il faut informer, d'abord comprendre et après réagir. Et beaucoup de mes actions, j'ai trouvé bêtement dans les textes. Comme quoi les livres, ça ne sert pas qu'à distraire. C'est plus que distraire. Ça peut distraire, mais ça peut aussi angoisser. Donc après, il faut trouver son équilibre. C'est-à-dire que c'est de toute façon foutu. Avec cet auteur-là, c'est foutu. Oui, mais quand après, on essaie de trouver quelqu'un qui a des petites initiatives, ou des grandes, ça me conforte que je suis... Il y a de l'espoir. Un espoir, petite, petite. Mais quand même, je compte sur votre jeunesse pour sauver un peu ce que notre génération a mal fait. On a fait quelques petites erreurs et de très grandes aussi. Et c'est là où je me dis, oui, j'ai évolué avec les années aussi moi-même, même si déjà en 6e, j'ai fait, pour me justifier, un dossier à l'école, donc j'avais 12 ans, sur la pollution des océans. Parce qu'à l'époque, ce qu'on mettait dans les océans, ça ne se voyait plus, donc c'était bon. Aujourd'hui, on voit un peu les dégâts. Donc j'ai dû avoir le fibre depuis très longtemps. Et surtout, pour moi, ce n'est pas un problème politique du tout. Il faut commencer à acheter autrement, à consommer autrement, surtout moins. Mais j'achète tous mes vêtements d'occasion. J'espère que vous aimez ma robe parce que c'était d'occasion. Mais évidemment, il faut commencer chez soi pour donner envie aux autres. Et petit à petit, cette petite tache d'huile va faire un grand océan et on sera peut-être capable de tenir encore quelques années. C'est intéressant parce que vous avez parlé du Covid tout à l'heure. Donc, quelles sont les actions du coup? Comment vous avez réagi au Covid puisque... C'était très émotionnel pour tout le monde, mais moi, avoir un gouvernement qui vous dit de fermer votre boutique qui est à vous, c'est un choc assez important. Donc j'ai pleuré quand même, je suis une femme, donc j'ai pleuré, mon équipe est tous venue, on va faire comment? On va dire que ça va peut-être pas durer éternellement, on va dire qu'ils peuvent réserver leurs livres par Internet, etc. On a commencé que comme ça, j'ai pris pendant 3 semaines des cafés à l'infini devant la baie vitrée dans notre librairie. En entendant le téléphone, je répondais un peu et puis
puis c'était pas simple parce qu'on pouvait rien faire. Jusqu'à je voyais dehors les petites livraisons de Amazon, pour pas le citer. Et je me disais, merde, là, il se passe des choses très graves. Eux, ils continuent et nous, non. On va payer ce prix-là. Donc, je voyais un jour un gendarme qui avait besoin d'un livre pour son fils. C'était super. Et il sonne à la porte. J'ai dit, écoutez, je peux vous sortir le livre par dehors. Et ça m'a donné l'idée peut-être de livrer, de moi sortir de ma librairie. Ah oui. Donc, j'ai commencé à livrer pendant 3 semaines. J'ai pédalé beaucoup. J'espérais un concours de meilleurs mollets après le Covid, mais ça, on m'a jamais fait ça. Mais j'ai pédalé partout dans une ville qui était en train de... Le printemps arrivait, les arbres, les gens étaient tous extrêmement contents. J'ai un bac devant mon vélo et j'ai déplacé des piles. C'était au début 200 € par jour, 500 € par jour. Après, j'arrivais plus à gérer, donc j'ai appelé de l'équipe quelques personnes qui pouvaient préparer. On était le Amazon en plus petit, mais j'arrivais dans les rues et devant les portes comme le Père Noël pour parler un peu de décembre. Donc, c'était vraiment très bien vu. Résultat final, après, quand c'était d'abord click et collect, donc les gens attendaient dans la rue. Après, ils pouvaient rentrer à nouveau. Et ils étaient tellement nombreux parce que c'était aussi pour remercier que j'ai fait quelque chose qui était toute petite échelle, mais c'était tout ce que je pouvais faire. Et c'était très symbolique. Donc, du coup, le Covid m'a apporté ça, la chaleur humaine. Après, je pense qu'on est resté dans une réflexion, je pense beaucoup de jeunes surtout. Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Est-ce que c'est bien ce que j'aime? Parce que, à tout moment, il peut y avoir basculer dans quelque chose qu'on n'a vraiment jamais vu avant. Je pense qu'on ne se laisse plus enfermer une prochaine fois parce qu'il y a un après-Covid. C'est ça. Mais il y a d'autres raisons peut-être. J'ai logé 2 familles ukrainiennes l'année dernière durant un certain temps et dans notre appart. Donc, on était passé de 2 à 2 plus 6, ça fait 8. Des enfants aussi, donc du coup, ça aurait pu arriver à nous. Enfin, je veux dire, tout est possible et rester très vigilant sur qu'est-ce qui est important pour nous. On a un frigidaire plein, notre ventre est plein. En plus, j'essaie de pas trop prendre du poids, donc du coup, il ne faut pas que ce soit trop plein. Et donc du coup, on doit vraiment se rendre compte qu'on a beaucoup de chance à la place de se plaindre tout le temps. Ok, nickel. Et donc, quelle place vous réservez aux prix littéraires dans votre librairie? Les prix littéraires sont extrêmement importants. C'est typiquement français. En Hollande, mon pays, ça n'existe pas le concours. On a quelques prix, mais pas le même impact. Faut dire, la France, c'est un grand pays. Quand on a le prix concours, les clients ne demandent même pas si c'est un bon ou un mauvais. Ils veulent le prix concours pour offrir. Donc, ou pour lire, heureusement. Donc, les prix sont très, très importants. Et je dis souvent, je paye une partie de mon équipe avec. Quand on est 22 libraires, à la fin du mois, il y a 22 salaires qui sortent. Donc, il faut que ça rentre aussi. Bien sûr. Donc, du coup, quand ça rentre dans la caisse, on peut aussi, grâce au prix littéraire, prendre des livres sur les sujets plus compliqués, ou qu'est-ce que je peux dire, la poésie, la musique, des groupes qui sont peut-être un peu plus spécialisés dans quelques genres de musique que j'aurais peut-être pas pris comme ça. Et on peut financer le reste du stock avec, entre autres, les ventes de prix littéraires. Ah oui. Ah oui, parce que j'ai un... Ce pourcentage. Alors, le pourcentage des prix littéraires, je ne sais pas dire, mais c'est un grand rayon fin de l'année. Je sais par contre dire la valeur de prix de vente de notre stock, c'est 1 million d'euros. Donc, si cette nuit ça flambe, 1 million d'euros flambe avec. C'est les prix de vente. Donc, moi, j'achète moins cher forcément, puisque pour payer les frais, mais c'est pour donner une petite idée que c'est vraiment très très cher d'avoir un stock en librairie. Donc il faut financer par les livres qui se vendent rapidement. D'accord. Et comment vous faites votre sélection? Parce qu'on sait qu'en France, des prix littéraires, on a une flopée. Oui, comment vous les choisissez? Ça aussi, c'est une bonne question. Je signe en septembre à peu près, avant les prix littéraires, la quantité pour un prix. Donc, le prix concours, on prend environ 150. Même si on a encore bon stock, c'est pas grave parce que de toute façon, on vendra au moins 2, 3, 400. Donc, je dis à l'éditeur, OK, dès que le prix est connu, vous envoyez 150. N'importe ce que ça va être. Le prix Renaudot, le prix Femina, on signe des accords dès le départ. Et ça, c'est tous les ans. Donc, le prix arrive de toute façon en grosse quantité. Ça, c'est très important pour nous parce que quand toute la presse en parle, il faut mieux l'avoir. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a une place aussi pour les plus petits prix, des prix un peu moins connus? C'est plus difficile parce que moins connu, il y a tellement de moins connus. Donc, ça, c'est un peu le travail de notre équipe. Moi, ce soir, je reçois une auteure qui a eu le prix Gisèle Halimi, la femme qui a fait quand même beaucoup œuvrer pour la condition de la femme. C'est la première année, en plus, le prix est donné. Et par hasard, j'avais énormément aimé le livre, donc je suis confortée que ça méritait un prix littéraire. Et donc, là, c'est à moi de le faire. Et je fais venir l'auteur. Pendant que je parle avec les clients, je dis, mais si vous voulez quelque chose un peu drôle, un peu léger, mais bien écrit,
publicitaire. voilà, bingo. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Ok. Et d'ailleurs, vous parlez des prix. Donc, forcément, les prix sont décernés par les organisations, mais c'est surtout des livres édités par des maisons d'édition. Donc, quelle est votre relation avec les maisons d'édition? Est-ce que vous avez une relation directe ou plutôt indirecte au travers des représentants dont vous parliez Très peu direct, très peu direct. On a des fois les attachés de presse. Hein. J'ai reçu le chanteur Dave, le Hollandais, qui est maintenant aussi 79 ans, donc il n'est pas très jeune. Et je l'ai reçu parce que j'ai écrit, et la maison était toute petite, enfin un petit éditeur, et grâce à que je tombais directement sur le directeur commercial, je pense qu'il est peut-être même peut-être seul, je ne sais pas demandé, j'avais eu la chance d'avoir Dave. S'il était édité chez Albin Michel ou un autre, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. D'accord. D'accord. Et puisque les séances de dédicaces, j'imagine que vous en organisez souvent, des séances de dédicaces. Comment ça se fait? Alors, je demande où ils proposent. J'ai eu récemment 2 auteurs d'une BD sur la mort du professeur Paty. Et c'était proposé par l'éditeur qui avait prévu ailleurs et c'était annulé. Donc, il était un peu au dernier moment, 15 jours avant. Il a dit, excuse-moi, est-ce que vous voulez prendre les 2 auteurs, enfin l'illustrateur et l'auteur? J'ai dit oui, parce que le sujet, évidemment, est très bon, intéressant comme tout. Et donc, des fois, c'est l'éditeur qui propose, des fois, c'est moi qui demande, plusieurs fois, ça se fait pas. Et finalement, tout à coup, bingo. Pour citer une personne, Isabelle Autissier, qui maintenant se bat beaucoup pour l'environnement de WWF France. Elle est présidente. Elle écrit des romans incroyables. Elle a fait, c'était la première femme faire le tour du monde en solo. Donc vous vous imaginez sur l'océan, dans le noir, la nuit, et seule, il faut un peu de mental. Et en plus, elle écrit des romans magnifiques. Donc un film qui est sorti cette semaine, qui s'appelle Soudain seul. Soudain seul. Oui, qui était écrit, le film fait, mais c'était le livre qu'elle avait écrit. D'accord. Donc elle sait faire beaucoup de choses. Et donc comme la personne que j'admire tellement, je suis peut-être une des femmes que j'admire le plus en France, parce que elle continue à se battre pour la nature, mais nous, on fait partie de la nature, on avait oublié. Bien sûr. Donc, du coup, je l'ai eu 2 fois chez nous et là, je suis très contente. J'ai invité avec tout mon engagement que j'ai pour l'avenir de l'homme et je pense que ça l'a fait quelque chose de plus par rapport à d'autres demandes. Et des fois, je l'essaye sur ça. Alors, le chanteur Dave, je l'ai eu parce que j'ai dit, je suis la seule librairie hollandaise en France, donc comme lui, il est hollandais, donc ça a dû jouer un peu. D'accord. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment au coup de cœur, quoi. C'est ça, il faut des fois un coup de chance, des fois demander au bon moment, des fois bien dire ce que nous on sait faire, parce que quand on les reçoit, il faut qu'ils soient bien reçus. Est-ce qu'il y a de la place, de la communication, etc. Ok, très bien. Et donc, est-ce que comme ça, vous avez des maisons d'édition préférées? À la fois en tant que lectrice, mais Non, parce que j'ai des très grands qui éditent des super livres, qui ont un vrai engagement. J'ai des tout petits, des fois, qui sont très dynamiques. Être tout petit en éditeur, c'est pas facile. En librairie, je pense non plus, mais je me rappelle plus, parce que ça fait maintenant quelques années. Mais petit, c'est pas facile comme éditeur non plus. Et des fois, quand j'ai un vrai coup de cœur pour un petit éditeur, je l'écris, je fais part de mes éloges pour ce choix. Et l'audace est édité parce que ça coûte cher pour un éditeur, puisque si ça ne marche pas, on les met au bilan et voilà, c'est exact. Donc, c'est tout se risqué pour lui. Pour nous, un peu moins, heureusement. Par contre, nous, on a énormément de personnel. Donc, il faut essayer chacun dans son domaine, de faire bien équilibrer les chiffres à la fin de l'année. D'accord. Et c'est quoi le cycle de vie d'un livre en librairie? Le cycle de vie, en gros, entre le moment où il arrive, le moment où il s'en va, le moment où... Comment est-ce que vous choisissez lesquels sont exposés en façade? Oui, et lesquels sont retournés, oui. Voilà. Alors, quand il arrive, quand c'est la rentrée littéraire, par exemple fin août, les gens demandent des fois quand ils sont encore dans le carton ou même pas encore arrivés. On dit non, encore 2-3 jours, il est prévu le 22 août. Donc, ça arrive que les clients sont tellement contents de trouver leur auteur. Donc, le moment où il arrive, on les rentre en principe la même journée, mais des fois, on a quand même vraiment des palettes. Donc, il faut y aller vite. Ils descendent petit à petit dans les différents rayons. Et c'est là où le personnel s'en occupe. Soit ils les mettent sur la table. Alors en général, c'est une quantité qu'on met sur la table et les autres à l'unité dans le rayon. Donc ils ont déjà d'office moins de chance, on va dire. Et ça, c'est donc déjà le choix à l'achat. Donc quand on achète 30, c'est pas la même chose qu'un seul. Donc du coup, par cela, on les met en rayon. Après, quand on a vu que pendant 3, 4, 5 mois, il n'y avait aucune vente, là, on commence à le retourner.
Et c'est le moment triste pour l'éditeur sans doute, pour l'auteur aussi, et pour nous aussi, parce que tous ces palettes de retour, ça a un coût. Ouais. D'accord. Et du coup, ça vous permet d'affiner, est-ce que ça vous permet d'affiner un peu mieux vos critères de sélection ou c'est en drôle. fait c'est vraiment aléatoire? C'est très aléatoire. Ce ne sera jamais une science exacte. J'avais une acheteuse pendant très longtemps parce que 5 représentants par jour, ça représente aussi du temps. Et l'année dernière, je trouvais que ça n'allait pas, le stock n'était pas bon. Je trouvais, moi derrière les coulisses, je regarde sur l'écran. Et donc j'ai dit à mon acheteuse, non, tant pis, je reprends tout. Je reprends les achats. Et je crois qu'on n'a jamais eu autant de retours. Donc je fais encore plus mal. Mais c'est parce que ce sera justement jamais une science exacte. Ouais. On fait avec feeling, on fait avec une période. Si demain on a une tempête de neige, il n'y a pas un client. Donc beaucoup de stock va rester qu'on avait prévu pour Noël. Donc il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Il y a après des périodes. La librairie indépendante en France est très bien vue aujourd'hui, surtout depuis le Covid et depuis que le gouvernement a beaucoup communiqué sur cela. On a des aides, on peut demander des aides pour financer des investissements de l'État. En Hollande, ça n'existait pas, donc ils sont tous jaloux que moi j'ai droit des fois à certaines aides. Donc du coup on est très gâtés en France, mais pendant ce temps-là, il faut quand même que ça tourne, sa boutique. Vous parlez beaucoup de la Hollande. Quel lien vous entretenez encore jusqu'à aujourd'hui avec... Je suis très contente d'être un tout petit peu différente comme beaucoup de gens en France maintenant, parce que beaucoup ont quand même une autre culture moitié par les parents, grands-parents. Ça peut être même breton. Enfin, je pense que c'est très riche quand on a différentes visions. Les Hollandais ne sont pas exactement comme les Français, un peu quand même. Donc du coup, on a des choses que je trouve mieux en France. Le niveau littéraire, philosophique, culturel, c'est magnifique en France. Les Hollandais sont bing, commerce, si ça ne sert à rien, on ne l'apprend pas. Donc c'est un peu pauvre de ce côté-là, mais les Hollandais sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus... Enfin, dans le contact avec l'autre, c'est pas très coincé. Au début, j'avais très peur. En Sarthe, les gens avaient une tête. Je me dis, oh non, le client vient se plaindre. Ah ben non, c'est leur visage. Enfin, tandis que on essaye quand même. Peut-être en Hollande plus, et les pays anglo-saxons aussi, d'être plus dans le sourire, Si moi je sors d'ici, sur le vélo, je mets déjà un visage à peu près, j'espère, agréable, pour que les gens ne disent pas, non mais tu as vu la tête, madame, tu as aujourd'hui. J'espère que tout aide. Et puis ça, c'est peut-être mon côté hollandais. Mais j'espère toujours que les gens ne pensent pas que je souris bête, parce que vraiment, c'est pas le but non plus. Non, mais c'est vrai qu'on est sur une culture qui n'est pas exactement le même. Et c'est, je pense, intéressant de prendre de chaque côté ce qu'on aime le plus. Après, comme j'ai vécu à Londres, je vois un peu la manière anglaise. Comme nos enfants habitent tous à l'étranger, je vois leur côté aussi des structures. J'ai des enfants qui sont dans les montagnes en Tyrol, où c'est un village, mais complètement fermé, sauf les touristes, évidemment. Quand ils sont là, tout fonctionne. Mais sinon, on se connaît tous, donc si on fait une bêtise ou si on trompe sa femme, voilà, je peux vous dire tout de suite, c'est su partout. Donc c'est encore une autre culture, ou en tout cas, sur le comportement, c'est très intéressant. D'accord. Et quel est votre regard sur l'auto-édition ? L'auto-édition, ça veut dire que quelqu'un n'a pas trouvé un éditeur, parce que sinon on ne le fait pas. Alors, soit il n'a pas trouvé, soit il a fait le choix dès le départ, soit pour avoir des pourcentages plus importants. Oui, sauf qu'on ne vend pas beaucoup. Si on n'a pas un représentant sur la route avec une voiture qui est payée par l'éditeur, ce qui fait de Grenoble jusqu'à Lille, sinon ça reste très local. Et si on essaye sur Internet, bien sûr, on a les frais de port, on a le travail à faire. Vous prenez un bout de carton, un bout de scotch, une étiquette, vous avez déjà presque mangé la remise. Donc du coup, c'est des éloges sur ceux qui réussissent. Mais il y en a beaucoup qui réussissent. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas, Mais oui. D'accord. Est-ce quelque chose que vous encouragez ? C'est-à-dire, parce que quand même ça donne vie à des œuvres qui sûrement n'auraient jamais Absolument. Il y a même des auto-édités au départ qui sont devenus des grands succès. C'est quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si un auteur ou une association ou une société ici au Mans édite quelque chose, il vient toujours avec, et je prends d'office, je prends par définition quelque chose qui est édité au Mans par quelqu'un qui est du coin, ou la Sarthe même. Donc on a tout un rayon local, on appelle ça, qui a des auto-édités. Ça peut être même des romans, ça peut être des autobiographies, une histoire vécue que quelqu'un trouve important. Et je les invite des fois sur une maladie grave qu'on a à peu près
vaincu. On a de tout. On a une dame qui a expliqué son bipolarité par un livre qui, je pense qu'il y avait des petites couacs dans le texte, mais ça, c'est pas très grave parce que c'est pas une auteure, c'est quelqu'un qui veut passer un message. Un témoignage. Ouais. C'est ça, un témoignage. Donc, tout est possible. Ah, c'est l'une de mes questions, de votre rapport avec le local, justement. Puisque... Très fort, très fort. Ouais. Les gens adorent connaître un peu mieux leur ville, l'histoire, et puis soutenir. J'ai des fois des sujets un peu difficiles. Un livre grammaire anglaise qui était super ennuyeux, la grammaire est anglaise en plus, super ennuyeux. Mais le prophète du Mans est tellement bon qu'il a vendu des brouettes, ou presque parce qu'il envoyait tout son fan club. Donc c'était très bien. Je pense qu'ils l'ont acheté pour une partie par gentillesse. Je ne suis pas sûre que tout le monde ouvre le livre complet. Mais oui, je soutiens de toute façon ceux qui sont du coin. Est-ce que vous participez, est-ce que vous êtes membre? Je sais qu'il y a des associations, des syndicats des libraires par exemple. Est-ce que vous êtes membre de ce Oui, genre de... au début j'étais un peu plus active. Je partais à Nantes pour un groupement de libraires de Pays de Loire. J'ai fait ça pendant des années. Arrive un moment où je dis place aux jeunes, on laisse faire. Et puis sinon, dans les associations, je trouve beaucoup de gens qui veulent parler et pour parler, donc même des conflits. Donc je suis un peu plus modeste sur ce type de aide. Je veux bien organiser des réunions chez nous avec un auteur, un livre. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière sur la place du vélo actuellement en France dans le déplacement, ce qui était très, très timide, encore trop timide. Avec tous les avantages d'un vélo, c'est pas cher, c'est bon pour la santé. Donc du coup, les villes aussi peuvent être plus attractives si les gens font leurs courses à vélo et on n'a pas besoin de cette place de voiture. Donc du coup, je soutiens plein de choses. De là, être dans une association membre actif, non. Ouais. Ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Je soutiens financièrement un peu les choses, vous en doutez, pour l'avenir de la planète. Donc, je suis en plus végétarienne, donc évidemment, une meilleure vie pour les animaux, ça me convient bien. Mais je ne suis pas plus active que ça parce que mon temps est déjà largement pris par la librairie. Ok. Et s'il fallait que vous mouilliez un petit peu, c'est quoi vos 3 derniers coups de cœur littéraires? Il y a eu la rentrée littéraire. C'est quoi les... Alors, il y a le roman que j'ai l'auteur ce soir qui s'appelle Un dîner simple. Très bien, vraiment une femme qui a écrit sur une femme qui se sent très peu sûre d'elle, qui doit organiser un repas pour les collègues de son mari, qui sont tous de notre niveau et elle est très peu sûre déjà dans la cuisine, tout brûle, tout va mal. Et durant la seule soirée que le livre est situé, tous les rôles s'inversent et elle finalement sort beaucoup plus forte et les autres évidemment prennent ce qu'ils méritent à peu près. Donc ça c'est vraiment mon coup de cœur facile à offrir. Oh là là, j'ai pas préparé cette question-là. Ah, c'est une question difficile. Le prix Femina, c'est très dur, très difficile. C'est Triste Tigre, c'est une femme qui s'appelle en plus Neige, un beau prénom, mais qui prend la pédophilie aux premières pages, extrêmement dur. Mais elle a eu le prix Femina et je me disais, ça, il faut que tous les lycéens le lisent pour qu'on arrête cette affreuse acceptation pour l'inacceptable. Donc c'est d'ailleurs très beau parce que c'est devenu le concours des lycéens. Donc même les lycéens ont choisi ce titre-là, Triste Tigre, magnifique. C'est peut-être pas le plus facile à lire, mais nécessaire. Comme je disais tout à l'heure, il y a des livres qu'il faut absolument avoir lus. Après, qu'est-ce que j'ai aimé? J'aime beaucoup aussi certaines BD qui racontent d'une manière un peu plus facile pour les peu lecteurs. Et là, il y a, je pense, un grand choix sur l'état de l'homme, sur notre rôle sur la planète. On a plein de livres sur des sujets qui touchent un peu la bêtise humaine et souvent ça me touche, vous parle, ça. Ça me parle beaucoup. Oui. Ça marche. Écoutez, Madame Tuard, je pense qu'on a fait le tour. Un échange très enrichissant. Je vous rassure, vous ne parlez pas pour rien. C'est gentil. Vous coupez pas tout? On va tout garder. Dans le montage? On va tout garder. C'était vraiment très enrichissant, à la fois sur vos origines, que vous défendez fièrement. Ça donne envie d'aller à Amsterdam pour autre chose que fumer. Que les joies. J'ai jamais fumé dans ma vie, je vous le dis. Je suis atypique. Voilà, donc, et puis pareil, donc on vous souhaite à votre librairie de belles fêtes, puisqu'on sait que c'est à cette période-là que les ventes se font le plus. Et puis on vous dit à bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci.